y a, figurez-vous, une station-service Elf qui n'a pas bougé depuis 1990 et qui, déjà, à l'époque, avait l'air démodée, c'est vous dire. Un jeune abonné de cette chronique, âgé de 20 ans, me demandait l'autre jour de parler de la vie sociale pendant ma jeunesse. Et ben, en voilà un petit morceau. À 30 ans, j'étais déjà installé à Campagnol. On faisait le plein à cet endroit, même si c'était plus cher. Et quand on voulait remplir le réservoir de son vélomoteur ou de sa moto avec du mélange, on pompait à la main, et quand on sortait l'avion à l'aérodrome, à l'aéroclub local, un tout petit avion à 2 places, sans radio, dont la queue traînait dans l'herbe avec une roulette du genre chariot de supermarché, eh bien, on faisait le plein en pompant aussi. Pire, on démarrait cet avion à la main, il fallait un type aux commandes et un type qui lançait l'hélice. À l'époque, parmi ceux qui avaient leur brevet de pilote, il y avait des menuisiers, des instituteurs, et ils volaient dans des avions ordinaires, c'est-à-dire pas prétentieux du tout. Mais justement, à cette époque, la France de Mitterrand est celle où, pour reprendre une expression très locale, les gens ne se sont plus sentis pisser. Alors, vers 1989, le président du Conseil général, le maire de la ville locale, bientôt ministre de Chirac, a trouvé que ce serait chic de subventionner l'aéroclub pour qu'il achète 2 nouveaux avions, un de 4 places et un de 6, afin de pouvoir se faire conduire, lui et ses copains maires, un peu partout aux frais du contribuable. Et le résultat est que nous, c'est-à-dire les petits pilotes qui avions déjà un peu de mal à payer les 300 francs de l'heure que coûtait un avion modeste, eh bien nous avons été privés de cet avion de pauvre, le Jodel 115, qui a été revendu. Et pour la plupart, en quelques années, nous avons abandonné les uns après les autres le pilotage, dont l'heure était passée à 700 francs, c'est-à-dire plus de 100 euros. Là, je vous parle donc du pilotage que pouvaient pratiquer les gens simples. Le garagiste, qui avait une quarantaine d'années et qui s'appelle Émile, car il est toujours vivant, était le trésorier de l'aéroclub et il pilotait là aussi. Il a démissionné quand le député a fait vendre le seul avion accessible au petit budget, là, et peu après, dans la vie de cet Émile, tout a dégringolé. Sa femme l'a quitté, peu après encore la station-service est devenue déficitaire, il a cessé toute activité de distributeur d'essence, mais il a tout maintenu en l'état, et là c'est vraiment un cas d'école, il y a encore les carnets à souche derrière la vitrine, les horloges Antar, les calendriers Michelin de 1989, il n'y touche plus, et plus personne n'entre dans la boutique. Alors il y a plusieurs mystères autour de ce musée de la distribution d'essence. Le premier, c'est pourquoi personne ne l'a obligé, cet Émile, surtout après la mort de son père, à enlever les cuves, les pompes et tout ça. Et dans le pays, on dit que c'était trop cher, mais on dit surtout qu'Émile en sait tellement sur les politiciens de l'endroit que personne n'a eu intérêt à le rendre furieux. La deuxième question, c'est de quoi a-t-il vécu? En fait, aujourd'hui, il est retraité, mais de 40 à 60 ans, il a bien fallu qu'il gagne sa vie. Alors d'une part, si j'ai bien compris, il a continué à faire de la mécanique générale, et je crois qu'en outre, il restait agréé pour l'aviation, mais d'autre part, et surtout, il avait quelques biens immobiliers, un terrain par-ci, un terrain par-là, 2 petits appartements dans la ville voisine qu'il louait, une maison à Rodez qu'il a vendue il y a 10 ans, et tout ça l'a aidé à vivre. En 2010, son fils unique a eu 20 ans, un fils que sa mère avait emmené sur la côte avant de se remarier et qui n'avait pratiquement pas revu. Ce fils est venu le revoir pour lui faire explicitement le reproche de dilapider ce qu'il aurait pu lui laisser. Alors vous imaginez combien le père a été blessé par cette démarche, par cet égoïsme, mais il m'a dit « sa mère était déjà comme ça, c'est pas sa faute ce pauvre garçon ». Donc il lui trouvait des excuses, et c'est là que j'en viens au troisième mystère à propos de cet Émile. Il a quand même connu bien des déboires, des choses humiliantes. Il a subi le mépris parce qu'il était cocu, puis l'égoïsme de sa femme, puis la convoitise un peu hargneuse de son fils. Il a perdu sa licence de pilote, qui était pourtant sa grande passion, et pourtant dans sa station-service fantôme, là, il rit tout le temps, il est jovial, sa casquette toujours vissée sur la tête. Et il dit qu'il n'en veut à personne parce que les gens sont nés comme ça, c'est dans leur gène. Et il ajoute, moi j'ai eu la chance de pas me faire du souci alors que j'ai eu pas mal d'emmerdes, et alors qu'il y en a qui sont vernis comme il n'est pas permis, eh bien ils sont dépressifs quand même. Alors pour que le tableau soit complet, là c'est moi qui parle, j'ajoute que j'ai dîné à Paris il y a 20 ans avec le fameux député qui était devenu ministre et qui avait acheté des avions trop grands. Il m'a dit, sous des d'or bon enfant, là ce garagiste c'est le type le plus renseigné que je connaisse. Il connaît tout le monde, c'est un mafieux. On l'a soupçonné même d'abriter des gens qui venaient de commettre un casse et on a essayé de le coincer, mais on n'a jamais pu. Je lui ai demandé, mais à quoi tu vois que c'est un méchant? À ce que personne n'ose s'attaquer à lui. Alors j'ai dit au député une simple supposition là, et s'il était plutôt ce qu'on appelle une gentillesse désarmante, ça expliquerait tout, non? Et là j'ai bien vu que pour un député maire, président du Conseil général, ancien ministre de Jacques Chirac, la gentillesse c'était un mythe complet. Abonnez-vous, merci.
Je voudrais partager avec vous une tranche de vie qui m'a été rapportée. J'étais pas là, mais c'est de la première main. Et j'ai toute confiance en ce que m'a dit Roger. Vous savez, c'est ce vieux célibataire qui vit avec sa sœur et qui mesure 2 mètres dont je vous ai déjà parlé. Ben, lui, il était là. En outre, je connaissais assez bien le principal intéressé de cette histoire, le voisin de ce Roger, qui est éleveur comme lui et qui se nomme Augustin, et qui est le héros de la scène de film que je vais vous raconter. Cet Augustin a une fille, Marlène, qui est étudiante en médecine à Toulouse, et c'est pas n'importe quelle fille, d'ailleurs, rien que d'après le prénom, on s'en doute, il y avait une intention là derrière. Parce que de nos jours, naître dans un milieu agricole et résister à tout, les séries télé, les sorties, les week-ends pour devenir interne en médecine quand même, c'était pas gagné d'avance, surtout dans la génération de l'école au rabais, quand on n'a pas les moyens d'aller dans le privé. Mais la région de Campagnole est connue pour compter plusieurs établissements où les enfants de milieux modestes réussissent parce que la 4G passe pas, la télé non plus, et que, comme radio, il n'y a que France Culture. Mais cette fille unique n'avait pas non plus n'importe qui comme mère, et c'est là que se situe le problème et l'origine de la scène à laquelle a assisté Roger, le voisin de la famille, c'est que la mère, qui s'appelait Antoinette, était une véritable emmerdeuse de la vie générale, et aussi, il faut bien le dire, de la vie particulière de son mari, qui a compris à qui il avait affaire, mais un peu tard, autour de 35 ans. En plus, il n'est pas impossible qu'il ait été un peu masochiste, ça arrive. En tout cas, cette femme qui est morte il y a 2 ans aura humilié ce pauvre Augustin toute sa vie. Il y a des femmes dont c'est la nature, qui traitent leur mari de bougre d'âne, qui lui font payer on ne sait quoi d'ailleurs, ou plutôt aussi, on le devine, elles se vengent d'avoir eu des possibilités qui n'ont pas été exploitées, elles adoraient leur père. Elles comparent sans arrêt leur père à leur mari. Dans le cas de cette Antoinette, c'était absolument permanent. Et le discours habituel, c'était « Heureusement que Marlène tient de moi et de mon père qui était un as en mathématiques, parce que toi, etc. » Donc pendant toute la jeunesse de cette fameuse Marlène, et là j'en ai été le témoin directement, le père s'est écrasé, comme on dit, en présence de ces 2 femmes qui ont rejoué le sketch habituel de toutes les publicités modernes. Vous savez, le pauvre Augustin était toujours le crétin qui comprenait rien, et mère et fille faisaient des allusions à tout un monde télévisuel, à des acteurs américains, elles avaient tout vu, il y avait entre elles une sorte d'osmose dans le mépris des mâles, et la seule fois où elles sont parties en vacances ensemble pour fêter la réussite de Marlène à la première année de médecine, c'était pour aller à New York. Ajoutez à ça que Marlène, malgré son visage assez mignon, était très masculine dans ses manières, comme sa mère. Son comportement était pratiquement macho, dans le genre « celui-là, il va pas continuer à me chier dans les bottes, etc. » Oui, elle parlait comme ça tout le temps, elle disait « putain, bordel » toutes les 2 phrases, mais il paraît que c'est normal désormais chez les étudiantes en médecine. Et j'en arrive donc à la scène dont j'ai parlé au début. Le père avait un cancer, il le savait depuis 1 mois, et sa fille l'avait appris 1 semaine avant. Ce qui s'est passé, c'est que sous l'œil stupéfait du voisin, Roger, qui ne savait plus où se mettre, Augustin a retrouvé d'un coup sa dignité perdue depuis 30 ans face à sa fille étudiante en médecine. Il lui a dit calmement, là je vous le refais comme on me l'a raconté, t'es bien gentil mais tu n'auras pas ta victoire finale sur ton père, je sais exactement ce que j'ai, ce qu'il faut faire, comment ça va finir, ne va pas faire ta frimeuse en me voyant maigrir sur un lit d'hôpital à Toulouse, non, je reste ici, désolé, et je vous dis merde à tous, à la fin je demanderai de la morphine au médecin local, tu peux remballer tes arguments, tu m'as toujours considéré comme un pauvre type avec ta mère, même quand elle était malade, vous me regardiez comme si c'était ma faute, alors je crois que c'est le moment de te donner une bonne leçon, ma chérie, sache que si tu avais été plus gentil, j'aurais été fier d'être soigné par toi, mais là j'ai une chance de te faire réfléchir, en te privant du plaisir de me traiter une dernière fois comme une merde à qui on ne demande jamais son avis. Oui, oui, tu as très bien entendu. Oui, oui, j'ai songé à l'exploitation. Tu te débrouilleras pour liquider le troupeau avec Étienne. Étienne, c'était son neveu. C'est pas mon problème, c'est plus mon problème. Non, reste, Roger, a-t-il dit. Je te dis, je t'ai fait venir exprès parce que si je perds la tête, tu diras que je veux pas aller à Toulouse. D'ailleurs, tu vas me filmer là, avec ton téléphone. Oui, filme-moi. Je refuse tout acharnement, tout transport. Je veux de la morphine dans mon lit et pas d'emmerdeur à la fin. Et d'après Roger, non seulement il a été filmé en train de dire tout ça, mais il a conclu en disant à sa fille « C'est pas moi qui ai le cœur sec, c'est toi. Enfin, c'est ce qu'on verra le jour où je disparaîtrai. Mais le seul moyen de te rendre un peu d'humanité, c'était ça. Et c'est bien dommage. » Roger me dit que tout s'est passé exactement comme ça. Et qu'à la fin, elle disait « Roger, arrête de filmer, putain !» Mais elle n'a pas pleuré. La suite, hélas, au prochain numéro, dans 2 ou 3 mois, quand cette affaire sera terminée. Abonnez-vous, merci. Alors ça n'a pas tardé, comme j'avais affaire au nord du département, j'ai résolu tout simplement de faire un crochet pour aller voir ce château restauré par une association, vous savez, sous la houlette d'un agrégé d'histoire, et où vivait le neveu de Théodore et Christiane. Vous vous souvenez, ce jeune type qui ressemblait à qui, vous savez, l'hôte du palais
le président et qu'on avait vu passer au village. J'emploie des périphrases comme ça parce que maintenant sur YouTube, il y a un robot qui chasse les mots dangereux et qui vous prive de publicité si vous les employez trop. Et visiblement, on ne peut plus nommer le chef de l'État, on ne peut plus faire allusion à ces réunions auprès des maires de province, on ne peut plus faire allusion non plus à une affaire qui commence par un B, sans risquer de perdre le bandeau publicitaire qui agrémente ces petits sujets sur YouTube et qui vous rapporte à peu près de quoi payer votre abonnement Internet. Pourquoi ? Eh bien parce que le robot suppose que si vous parlez de qui vous savez, vous allez dire des méchancetés et que ça va déplaire à ceux qui font de la publicité. Bref, assez sur ce sujet. J'étais donc là pour voir les pierres d'un vieux château, le site, le château lui-même, de l'ami du sosie de qui vous savez. Et bien, figurez-vous que je l'avais devant moi. Enfin, derrière moi, le fameux agrégé d'histoire qui avait restauré le château, un énorme type avec des rouflaquettes et un air de vieil italien et qui s'appelait Georges. J'ai pas le temps de vous mettre tout ça en scène, enfin toute la conversation, mais d'après ce qu'il m'a dit du bâtiment, j'ai compris qui il était, du coup je me suis présenté moi aussi, il m'a dit entrez, faites le tour, donc j'ai fait entrer ma voiture dans la cour derrière, et dans la cuisine du XVIe siècle, je lui ai dit que je n'étais pas là tout à fait par hasard, il y a 2 semaines au village, son ami Julien, le jeune type là qui ressemblait au président, le neveu de Christiane, nous avait parlé du château, enfin de vous, lui ai-je dit, et de son métier à lui dans les EHPAD de la région. Alors c'est pas un métier, me dit ce Georges en haussant les épaules, un peu agacé tout de même. Et moi, avec précaution, je lui demande, j'ai bien compris, il vit ici, dans ce château, c'est ça. Et le monsieur lève les yeux au ciel et dit, ça, oui, on peut dire qu'il y vit. Bon, là, en 3 phrases, j'avais un peu fait le tour, visiblement. Le jeune Julien s'incrustait. Il n'était pas si populaire que ça chez ce monsieur à rouflaquette. Impression d'ailleurs confirmée par l'arrivée d'un autre type, un homme de 40 ans, très blond, qui avait l'air de vivre ici, lui aussi, et qui est reparti tout de suite en chipant au passage une bribe de notre conversation, et qui a dit, tu parles comme il est financier pour un groupe hospitalier. Alors, il fait le clown, oui. D'où j'ai déduit qu'il était un financier assez médiocre, mais en fait, je vous résume là encore, ce jeune sosie de Macron n'était même pas ce qu'il disait, il n'était pas du tout financier, il était comédien. Et il faisait des sketchs dans les établissements pour personnes âgées, et entre 2 contrats, il habitait ici, mais c'était donc un mytho complet qui avait inventé une autre vie que la sienne, chose d'autant plus étrange que n'importe qui pouvait vérifier. La preuve. Là-dessus, le type qui avait fait ses révélations en vrac, là, est parti. J'ai été frappé quand même de curiosité à propos de ce Julien qui racontait n'importe quoi, qui avait le physique à raconter n'importe quoi, puisqu'il était le sosie du président. Et ça m'a troublé, ces gens qui pouvaient enchaîner comme ça les mensonges, même sous le nez de ceux qui connaissaient leur vie. Alors le Georges, là, mon hôte, par hasard, m'a dit, c'est effrayant, en effet, c'est un malade mental, il a complètement réécrit son histoire familiale, par exemple, il vous raconte que sa mère était une horrible femme, alors que je la connais très bien, elle est un peu fantasque, mais elle est très normale, il détestait son père, il aime beaucoup l'argent, et moi, croyant être malin, je lui dis, vous êtes un peu pour lui une image de père quand même. Il me répond, le problème c'est que c'est très inconfortable, parce qu'il a besoin de déchirer justement l'image du père. Il recherche les gens respectables pour ne pas les respecter. Donc il est odieux, mais je peux pas m'en défaire, en même temps il saurait pas où aller, puis j'en ai un peu pitié quand même. Alors moi, pour l'heure, j'ai arrêté là mes curiosités, mais la ressemblance avec qui vous savez m'a paru suffisante pour creuser un peu sur le thème du type qui s'incruste, si vous voyez ce que je veux dire, qui peut pas se résoudre à être chassé, à comprendre qu'il a déplu, et je vous en dirai bientôt davantage si vous vous abonnez par exemple. Quand vous apprenez que la fibre va desservir les hameaux les plus lointains du pays et pas le chef-lieu, et comme vous quittez définitivement la région parisienne, vous vous doutez bien qu'il va vous falloir l'une de ces fameuses box internet, je veux dire une boîte, c'était tellement plus simple de les appeler comme ça au début, il y a 10 ou 15 ans, qu'on se demande pourquoi le gouvernement n'a pas imposé l'usage du mot boîte en français par décret, sous peine d'amende, mais bon, c'est pas le sujet. Mais d'ailleurs, j'ai la réponse, c'est parce que le gouvernement est en fait dans la main des opérateurs de la boîte et pas le contraire. Donc, vous allez sur Internet avec l'aide de votre portable, qui vous sert à ça depuis le début, et comme avec le portable, vous êtes chez un opérateur qui commence par un B, vous vous dites, je vais commander une box, une boîte de chez eux. Et vous regardez les tarifs chez un revendeur, on vous dit, faites le test d'après votre numéro,
Et après, on s'occupe de tout, seulement je n'ai pas de numéro. Alors qu'à cela ne tienne, je donne celui du voisin, direct de chez moi, au village, avec lequel j'ai une bonne relation, et puis il s'agit de toute façon que d'un test anonyme. Test concluant. Dans leur jargon, ils appellent ça éligible à la VDSL, ce qui est un anglicisme, un de plus, parce qu'en français, on est éligible quand on est désigné pour occuper une fonction par un vote, mais il faut croire que tout le monde s'en fout, et surtout les gens qui vendent des box. Enfin, qui prétendent vendre des box. Alors, la scène. Bonjour monsieur, lourd accent. Je me présente. Patrick. Qu'y a-t-il pour votre servir? Qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, je voudrais installer une box de chez B. Nous prenons tout en charge. Parfait monsieur. Quelle est votre adresse? Ah, je vois que vous êtes déjà client mobile. Je vais recopier vos coordonnées. Donc le type très poli a un accès à votre dossier chez votre opérateur. Ça fera une seule adresse de prélèvement, dit-il, et en effet, comme annoncé, ça se passe très vite. Le monsieur à l'autre bout vous dit « voilà votre numéro de dossier » et vous allez recevoir le matériel, le temps. On choisit un point relais dans la ville voisine et le technicien viendra le temps entre 8 et 10 heures. Parfait. Le jour de la livraison du matériel, vous téléphonez pour savoir s'il est arrivé. Dans le point relais, on vous dit non. Le lendemain, non plus. Donc, avant l'arrivée du technicien, vous téléphonez à B, la maison mère, pour savoir où en est votre dossier, et vous donnez le numéro, et vous dites c'est un certain Patrick qui a pris la commande. Mais il n'y a pas de dossier. La demande n'a jamais été enregistrée. Personne chez l'opérateur ne connaît d'ailleurs le revendeur, même pas le chef de service. Je dis quand même, c'est très grave. Un type avec un lourd accent me demande mon numéro de carte bleue en votre nom, et me donne un numéro de dossier, et vous ne connaissez pas l'entreprise. Et maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas de dossier à mon nom, donc j'en déduis que vous laissez des gens comme ça commettre des escroqueries à la carte bleue en se prévalant d'un partenariat avec vous. Toutefois, ces gens avaient l'air quand même d'avoir accès à votre serveur client, puisqu'ils savaient qui j'étais, où j'habitais, quelle était mon adresse électronique, et d'après mon numéro de mobile. Je vérifie, il vérifie, le type de chez B, on entend des conversations, le type revient et dit « oui, en effet, apparemment, c'est l'un de nos revendeurs, mais il n'y a pas de Patrick, c'est un certain Rachid qui s'est occupé du dossier. » Donc ça, je m'en doutais un peu. Donc le type avait menti sur son prénom pour mieux vendre des contrats, mais il paraît que c'est assez fréquent. En tout cas, lui, il avait fait son travail. Et vous, chez B, vous avez annulé le dossier, je vous entends depuis une minute, vous qui m'écoutez, vous vous demandez pourquoi il nous embête avec ces histoires d'abonnement Internet. Tout le monde connaît ça, il n'y a rien de spécial à Campagnol. Ben si, il y a plusieurs particularités en campagne, et vous allez voir. En tout cas, chez nous, c'est que nous n'avons pas de numéro de rue, et parfois pas de nom de rue, et la mienne fait 30 mètres de long. Mais les robots de chez B, comme tous les robots d'ailleurs, y compris ceux qui nous gouvernent, ça leur déplaît fortement. À la limite, ils préféreraient que vous déménagiez pour une adresse qui rentre dans le formulaire. C'est tout juste si on ne vous traite pas de gilet jaune parce que vous habitez une rue sans numéro. Donc les agents téléphoniques de chez Bouygues, tant pis je l'ai dit, quand ils reçoivent une demande d'abonnement où tout est rempli, y compris le rendez-vous avec le technicien, et quand ils ne peuvent pas garnir la case numéro de rue, eh ben ils envoient carrément le dossier à la poubelle, sans vous le dire bien entendu, et sans le dire non plus au revendeur. Alors le matin du jour J, aucun technicien ne s'est pointé évidemment, vous avez perdu 10 jours, tout est à recommencer, alors vous rappelez le central de chez Bouygues et là on vous demande, dites-nous le motif de votre appel, exemple, je veux louer une box. Bon alors je répète au mot près, je veux louer une box. Alors la voix de synthèse répond, donnez-nous le numéro de votre box pour vous identifier. Donc ça se confirme, nous avons vraiment affaire à des génies. Il y a un deuxième mode d'identification, vous tapez votre numéro de mobile, un mobile de chez eux, de chez Bouygues. Désolé, nous ne vous avons pas reconnu. Alors, à la fin, vous faites appel à la direction générale de la boîte en disant que vous avez failli céder à la tentation de maudire tout et tout le monde publiquement sur votre chaîne YouTube et sur le ton du chantage. Vous ajoutez que ça peut sans doute s'arranger. Et bizarrement, ça s'arrange. À quoi on reconnaît qu'on est en France? Eh bien, précisément à ça. Ça s'arrange toujours quand on fait du chantage. Abonnez-vous, merci.